Pour trouver le prix d'un terrain constructible un peu dans la même logique que pour un bien construit, on recherche les biens comparables vendus récemment avec plusieurs nuances à prendre en compte et à ne pas négliger. Donc la première nuance, comme pour tout bien, c'est l'emplacement, les commodités, le cadre de vie, le type de logement qui existe dans le secteur. Ce sont des logements modernes, anciens, de bonne qualité ou pas. Ensuite, le deuxième élément indispensable, parce que là on parle de terrain à bâtir, c'est la possibilité de le diviser ou non. Quels sont les droits à bâtir de mon terrain? Donc là, c'est le plan local d'urbanisme qui nous renseigne, le document d'urbanisme. Plan local d'urbanisme, plus plan d'occupation des sols. Ça n'existe plus. Et comme il n'existe plus de COS, coefficient d'occupation des sols. Moi, quand je vends un terrain, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent et qui me demandent c'est quoi le COS sur ce terrain. Non, le COS, ça n'existe plus depuis 2014 quand même, depuis la loi Allure. Mais c'est vrai que c'était une bonne référence pour les particuliers et puis même pour les mairies de parler plus de COS. Et maintenant, c'est le coefficient d'emprise au sol qui définit juste l'emprise. Et ensuite, c'est d'autres règles comme la hauteur, le pourcentage d'espace vert qui viennent définir combien on peut construire. Ce qui va définir ensuite si le terrain peut être divisé ou non, c'est les accès, savoir si les accès sont suffisants, et surtout les équipements publics, les réseaux. Si le terrain est desservi au niveau des réseaux, eau, assainissement, électricité, et s'il a un accès suffisant, en principe, il va pouvoir être divisé. Après, il faut voir comment il est desservi par ces équipements pour voir s'il est divisible ou non. Et si par chance, on peut construire plusieurs maisons sur ce terrain qu'il est divisible, c'est pas pour autant, donc si sur un terrain de 2000 m2 on peut construire 4 logements, c'est pas pour autant qu'il vaudra le 4 fois plus qu'un terrain de 500 m2. Parce que la personne qui va acheter le terrain de 2000 m2, il va falloir qu'elle fasse les procédures, qu'elle engage des frais, peut-être même qu'elle réalise des équipements communs pour réussir à faire 4 lots de 500 m2. Donc, et puis cette personne va peut-être vouloir faire une petite marge normale. Donc si le propriétaire en espère 4 fois le prix de 500 m2, il faudra qu'il fasse l'opération par lui-même. Ce qui va définir la valorisation du foncier, c'est le nombre de mètres carrés qu'on va pouvoir construire sur ce terrain, la superficie de plancher, qui elle-même est définie par l'emprise qui sera autorisée sur le terrain, les prospects, les distances par rapport aux limites à respecter, la hauteur de la construction, s'il y a ou non des logements sociaux à réaliser, et surtout, ce qui vient balancer en quelque sorte le nombre de mètres carrés qu'on va pouvoir construire sur un terrain, c'est le nombre de stationnements qu'on va devoir faire. Bien souvent, on calcule purement et bêtement le nombre de mètres carrés qu'on va construire en fonction justement du coefficient d'emprise au sol et de la hauteur. C'est-à-dire que si on a un terrain de 2000 mètres carrés, un coefficient d'emprise au sol de 0,3 et une hauteur de 9 mètres, ce qui correspond à 3 niveaux, on fait 1000 mètres carrés x 0,3, 300, on multiplie par 3 et on se dit je vais construire 900 mètres carrés. Alors ça fonctionne pas comme ça. Il y a des déductions à faire pour les terrasses, les parties communes, les murs extérieurs. Donc déjà, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Et en plus, donc si on construit 900 mètres carrés sur un terrain de 2000 mètres carrés, 900 mètres carrés, pour vous donner une idée, ça fait, je sais pas, on va dire 15 logements. Si ce sont des appartements, 15 logements. Si je suis dans un PLU où je dois faire 2 places de parking par logement, je dois faire 30 places de stationnement. Eh ben, 30 places de stationnement, c'est pas sûr que je les rentre sur le reliquat de terrain, parce que je dois quand même aussi un pourcentage d'espace vert, ou que je les rentre sur un niveau de sous-sol. Après, je peux les rentrer sur 2-3 niveaux de sous-sol, mais ça coûte tellement cher que là, c'est plus du tout intéressant et l'offre, elle va être beaucoup trop basse. Donc, c'est bien souvent le nombre de stationnements à réaliser qui définit la densité qu'on va pouvoir construire. Donc une fois qu'on a défini la superficie de plancher qu'on allait pouvoir construire sur un terrain, il y a de très nombreux facteurs plus complexes à analyser au cas par cas qui viennent équilibrer le bilan et qui viennent changer le prix du terrain, qu'on appelle charge foncière. Donc le type de sol, qui a quand même son importance, puisque c'est ensuite le type de fondation qu'il va falloir faire et le type de sous-sol si on doit faire un sous-sol. S'il y a un bien ou non à démolir, si ce bien comporte ou non de l'amiante, si le bien est pollué. Voilà, ces éléments-là viennent influencer quand même le prix du terrain. Ensuite, il y a le secteur fiscal qui peut aussi entrer en jeu. Est-ce que le bien est situé dans un zonage à incitation fiscale? En zone tendue, on a la défiscalisation, le zonage Pinel, qui permet de vendre plus vite et les promoteurs sont quand même un peu plus friands de ce type de biens et sont prêts à faire de meilleures offres sur des terrains qui sont dans des zonages Pinel
existants au moins. Et ensuite, il y a aussi la TVA réduite. Un promoteur, lorsqu'il construit des logements, il est soumis en TVA à 20%. C'est un professionnel. Mais lorsqu'on est dans un secteur à incitation fiscale, c'est-à-dire dans des quartiers prioritaires, on a une TVA qui est réduite à 5,5. Et c'est vrai que dans ces quartiers-là, les offres peuvent être aussi différentes. Le bilan opérationnel du promoteur, il est constitué de différents éléments, beaucoup d'éléments, mais dans les grandes lignes, ce qui va influencer le prix qu'il va pouvoir proposer sur le terrain, c'est le chiffre d'affaires, soit le total des ventes TTC, les travaux, tout type de travaux, les travaux pour construire, les sous-sols, tous les honoraires liés à ces travaux, les voiries réseaux divers, VRD, et bon, tous les honoraires techniques. Ensuite, il y a les honoraires de commercialisation. Pour vendre un certain nombre de logements, le promoteur il a beaucoup de frais liés à la commercialisation parce qu'il faut qu'il les vende, il faut qu'il les vende vite. Il y a les honoraires de gestion parce qu'un projet de promotion immobilière en moyenne c'est 30 logements, mais parfois c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup d'honoraires de gestion, c'est-à-dire qu'en fait le promoteur il met de côté le paiement de toutes ses équipes et de toutes les personnes qui vont travailler sur le projet dans sa société. Ensuite, il y a tout ce qui est frais financiers et frais annexes, comme donc les frais financiers donc de banque, la garantie financière d'achèvement, les frais juridiques, les aléas, bon, tout un tas de lignes qui viennent un peu en frais divers supplémentaires. Et donc, une fois qu'on a le chiffre d'affaires TTC qui est dégagé par le promoteur et tous les frais, qu'on appelle le prix de revient, on a le reste pour le foncier. Et c'est comme ça qu'est défini le bilan du promoteur pour qu'il puisse évaluer et qu'il puisse faire une offre sur un terrain. Donc en fait, c'est purement arithmétique. Normalement, tous les promoteurs sont censés proposer à peu près la même chose sur un terrain. Mais alors, ce que peuvent se demander les propriétaires qui ont des terrains à vendre et qui ont eu affaire à plusieurs promoteurs, c'est pourquoi les offres, dans ce cas-là, sont différentes. Donc il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, il faut prendre en compte le projet. Est-ce que les promoteurs sont partis du même projet ou non? Parce qu'un promoteur qui fait une offre pour faire 10 logements sur un terrain ne va pas proposer la même chose que le promoteur qui va proposer quelque chose sur le terrain pour en faire 20. Et enfin, si pour un projet équivalent, les offres sont différentes, les offres de promoteurs sont différentes, donc si elles sont différentes de peu, ok, mais s'il y a un gros écart, c'est tout simplement car un promoteur risque d'être plus ambitieux qu'un autre sur les prix de vente ou sur les coûts de construction, mais bon, normalement, tout le monde a à peu près les mêmes coûts de construction. Un promoteur qui fait une offre plus importante que les autres aura peut-être manqué tout simplement de sérieux dans son analyse, ou peut-être qu'il n'aura pas pris en compte une donnée. Après, il est aussi possible que le promoteur fasse une offre plus ambitieuse que les autres pour remporter l'affaire en quelque sorte, parce qu'il a envie d'avoir des projets et qu'il ambitionne de renégocier le foncier plus tard. Ou alors, il est capable aussi de rogner un petit peu sa marge parce que c'est un secteur où il veut absolument s'implanter et qu'il est au début de sa création. Peut-être que les services de la mairie, lorsqu'ils vont voir le projet de 30 logements sur 2000 m² dans un secteur pavillonnaire où toutes les propriétés ont au moins 1000 à 2000 m² de terrain, peut-être qu'il va dire non, parce que finalement ce que vous proposez c'est trop dense par rapport au secteur. Et si vous faites 30 logements sur 2000 m², je vais avoir 10 personnes qui vont vouloir vendre les années qui suivent parce que forcément c'est financièrement assez incitatif et que j'aurai pas la capacité pour accueillir 300 logements dans les 2 ans qui arrivent dans ce quartier. Donc si la mairie n'est pas d'accord avec le projet parce qu'elle estime que c'est trop dense par rapport à ce qui existe déjà, le projet n'ira pas au bout. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier la faisabilité sur ces 3 points. Sinon, s'il n'y a pas de permis de construire, il n'y aura pas la somme que le promoteur vous aura proposée. Moi, j'entendais très souvent, lorsque je travaillais dans la promotion immobilière, le propriétaire dire de toute façon, le projet du promoteur, ça ne me regarde pas, c'est son affaire. Et ça, c'est un raisonnement à ne surtout pas avoir parce que le projet du promoteur regarde absolument le propriétaire. Parce que justement, si le projet n'est pas réalisable, le projet n'ira pas au bout et la vente ne se fera pas. Et le propriétaire va perdre des années. Et quand un bien vaut 1 million, des fois plus, des fois moins aussi, une telle somme qui n'est pas encaissée sur plusieurs années, c'est une très très grosse perte financière pour un propriétaire parce que c'est l'argent qu'il n'aura pas réinvesti ailleurs.
On finira cette vidéo sur ce point. C'est le propriétaire qui fait une confiance aveugle en son notaire, qui pense que son notaire va lui donner le prix de son terrain. Alors le notaire, même s'il a déjà assisté à une vente d'un projet à peu près similaire, pas loin, il ne pourra pas se prononcer sur un prix de vente. Et s'il le fait, il a de fortes chances de se tromper, parce que malgré toute la compétence dont il fait preuve dans son domaine, il n'est pas dans le bilan de l'opération, il n'est pas dans la technique non plus pour savoir si le projet est réalisable ou non, il n'aura pas vu la mairie, donc il ne pourra pas donner son avis sur le prix. Et je recommande fortement aux notaires de ne pas le faire et aux propriétaires de ne pas suivre leur notaire à ce niveau-là. Retrouvez-moi dans ma prochaine vidéo sur le logement social et les modalités d'attribution de ces derniers en suivant ma page.